C'est le chapitre numéro 8 du livre de Nicolas Machiavel qui a pour titre Le Prince. Et le chapitre 2 a pour titre de ceux qui sont devenus princes par des scélératesses. Ça veut simplement dire, il y a plusieurs manières d'avoir le pouvoir. On peut avoir le pouvoir de façon héréditaire. C'est ce qu'on connaît comme par exemple le système traditionnel où le roi était là, son fils peut hériter du pouvoir. On appelle ça l'obtention du pouvoir de manière héréditaire. On peut avoir le pouvoir par la malice, par la tromperie, par la duperie. C'est ce qu'on appellera ici ceux qui obtiennent le pouvoir par des scélératesses. On peut aussi prendre le pouvoir par la violence armée. Ça aussi, c'est une manière de prendre le pouvoir. Et donc, nous parlons ici spécifiquement de ceux qui ont acquis le pouvoir par la ruse, par la malice. On peut encore devenir prince de deux manières qui ne tiennent entièrement ni à la fortune ni à la valeur et que par conséquent, il ne faut point passer sous silence. Il en est même une dont on pourrait parler plus longuement. Il s'agit ici des républiques. Il dit on peut obtenir le pouvoir encore de deux manières. Et là, on n'a même pas besoin de compter sur la chance ou bien sur ses valeurs, ses capacités. Et cela, il sera difficile de le passer sous silence. Et il s'agit des cas des républiques. Ces deux manières sont soit de s'élever au pouvoir souverain par la scélératesse et les forfaits, ou d'y être porté par la faveur des citoyens. Il dit, l'une de ces stratégies pour advenir au pouvoir pourrait passer par la scélératesse ou les forfaits, la ruse et autres, mais encore une autre manière pourrait être que vos citoyens, vos compatriotes puissent vous choisir pour vous mettre au pouvoir. Pour faire connaître la première, c'est-à-dire la manière malicieuse de venir au pouvoir, qu'il n'est pas question d'examiner ici sous les rapports de justice et de morale. Je me bornerai à citer deux exemples. L'un ancien, l'autre moderne, car il me semble qu'ils peuvent suffire pour quiconque se trouverait dans la nécessité de les imiter. Il dit donc le premier cas où on peut obtenir le pouvoir par la malice, comme ce que Laurent Gbagbo a fait. Il dit, il va citer deux exemples. Un exemple qui est ancien et un exemple qui est moderne par rapport à son temps, afin que les exemples soient suffisants, surtout pour ceux qui veulent imiter ces modèles. Agathocles, Silicien, parvint non seulement du rang de simple particulier, mais de l'état le plus abject à être roi de Syracuse. Fils d'un potier, il se montra scélérat dans tous les degrés que parcourut sa fortune. Mais il joignit à sa scélératesse tant de force d'âme et de corps que s'étant engagé dans la carrière militaire, il s'éleva de grade en grade jusqu'à la dignité de prêteur de Syracuse. Parvenu à l'élévation, il voulut être prince et même posséder par violence et sans en avoir obligation à personne le pouvoir souverain qu'on ait consenti à lui accorder. Pour atteindre ce but, s'étant concerté avec Hamilcar, général carthaginois, qui commandait une armée en Sicile, il convoqua un matin le peuple et le sénat de Syracuse, comme pour délibérer sur des affaires qui concernaient la République, et à un signal donné, il fit massacrer par ses soldats tous les sénateurs et les citoyens les plus riches, après quoi il s'empara de la principauté qu'il conserva sans aucune contestation. Dans la suite,
battu 2 fois par les Carthaginois et enfin assiégé par eux dans Syracuse, non seulement il put la défendre, mais encore, laissant une partie de ses troupes pour soutenir le siège, il alla avec l'autre porter la guerre en Afrique. De sorte qu'en peu de temps, il sut forcer les Carthaginois à lever le siège et les réduire aux dernières extrémités. Aussi furent-ils contraints à faire la paix avec lui, à lui abandonner la possession de la Sicile et à se contenter pour eux de celle de l'Afrique. Quiconque réfléchira sur la marche et les actions d'Agathoc n'y trouvera presque rien. Si même il y trouve quelque chose qu'on puisse attribuer à la fortune. En effet, comme je viens de le dire, il s'élève au pouvoir suprême, non pas par la faveur, mais en passant par tous les grades militaires qu'il gagna successivement à force de travaux et de dangers. Et quand il eut atteint ce pouvoir, il sut maintenir par les résolutions les plus hardies et les plus périlleuses. Véritablement, on ne peut pas dire qu'il ait de la valeur à massacrer ses concitoyens, à trahir ses amis, à être sans foi, sans pitié, sans religion. On peut, par de tels moyens, acquérir du pouvoir, mais non de la gloire. Mais si l'on considère avec quel courage Agathoc sut se précipiter dans les dangers et en sortir, avec quelle force d'âme il sut et souffrir et surmonter l'adversité, on ne voit pas pourquoi il devrait être placé au-dessous des meilleurs capitaines. On doit reconnaître seulement que sa cruauté, son inhumanité et ses nombreuses scélératesses ne permettent pas de le compter au nombre des grands hommes. Bornons-nous donc à conclure qu'on ne saurait attribuer à la fortune ni à la vertu l'élévation qu'on obtient sans l'une et sans l'autre. Il nous donne donc le premier exemple d'Agathoc, qui était un simple fils de potier, mais qui va utiliser la scélératesse, c'est-à-dire la malice, avec un peu de courage. C'est moi le président, sortez dans les rues, je mets l'armée, comme en 90. Et donc, l'individu parvient au pouvoir. Et quand il parvient au pouvoir, la première malice qu'il va utiliser, il va un jour inviter, lors d'une séance, comme ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale, inviter tous les grands, et il va les assassiner tous avec les généraux, et puis tous les puissants financièrement de la cité, et puis prendre le pouvoir. Et avec quelques conquêtes militaires, il va s'affirmer et obtenir le respect. Quand tu obtiens le pouvoir d'une telle façon, tu peux être dirigeant, mais tu ne seras jamais du nombre des grands hommes. Parce que la manière de parvenir au pouvoir, si vous venez par le pouvoir de façon calamiteuse, vous ne serez jamais un grand homme et vous risquez, dans beaucoup de cas, de finir aussi comme un scélérat, comme un petit homme, comme un homme sans valeur, comme on a pu le voir avec le cas de Laurent Gbagbo. Donc on se dit, mais pourquoi on lit tout ça? On est en train de lire tout ça pour vous faire comprendre que en réalité, la politique, c'est pas seulement ce que vous voyez. Voyez-vous, dans la religion, on vous parle de dogmes. Dans la politique, on vous parle de doctrines. Dans la religion, on vous demande de croire en Dieu pour être sauvé. Dans la politique, on vous demande de croire en cette doctrine-là pour pouvoir rendre le monde meilleur. La religion croit en une vie après la mort. La politique croit en une vie réelle sur cette terre-là, comment il faut l'améliorer. Et donc, l'homme religieux, à partir de son dogme, veut chercher à envoyer la foi dans le cœur des gens, alors que le politicien, lui, cherche à convaincre.
Et donc, une fois que tu as compris cela, tu comprendras que ça obéit à des mécanismes, c'est-à-dire un assemblage de structures et qu'il n'y a pas de hasard. Même quelqu'un peut faire de la politique sans savoir que lui-même il obéit à une stratégie, mais pour celui qui sait observer, on peut comprendre. Et une fois qu'on comprend cela, on peut déjà prévoir. Et c'est donc utile à savoir à quel type de dirigeant on a affaire, à quel type de gestion on aura donc affaire et à quoi s'attendre dans un avenir immédiat ou lointain. De notre temps, et pendant le règne d'Alexandre VI, Oliveretto da Fermo, demeuré plusieurs années auparavant orphelin en bas âge, fut élevé par un oncle maternel nommé Jean Fogliani et appliqué dès sa première jeunesse au métier des armes sous la discipline de Paolo Vitelli, afin que, formé à une aussi bonne école, il put parvenir à un haut rang militaire. Après la mort de Paolo, il continua de servir sous Vitelloso, frère de son premier maître. Bientôt, par son talent, sa force corporelle et son courage intrépide, il devint un officier les plus distingués de l'armée. Mais, comme il lui semblait qu'il y avait de la servilité à être sous les ordres et à la solde d'autrui, il forma le projet de se rendre maître de Fermo, tant avec l'aide de quelques citoyens qui préféraient l'esclavage à la liberté de leur patrie, qu'avec l'appui de Vitelloso. Dans le dessein, il écrivit à Jean Fogliani qu'éloigné depuis bien des années de lui de sa patrie, il voulait aller les revoir et en même temps reconnaître un peu de son patrimoine. Que d'ailleurs, tous ses travaux, n'ayant pour objet que l'honneur et désirant que ses concitoyens puissent voir qu'il n'avait pas employé le temps inutilement, il se proposait d'aller se montrer à eux avec une certaine pompe et accompagné de 100 hommes, de ses amis et des domestiques à cheval. Qu'en conséquence, il le priait de vouloir bien faire en sorte que les habitants de Fermo lui fissent, s'il vous plaît, une réception honorable. D'autant que cela tournerait non seulement à sa propre gloire, mais encore à celle de lui, son oncle, dont il était l'élève. Jean Fogliani ne manqua point de faire tout ce qu'il put pour obliger son neveu. Il le fit recevoir honorablement par les habitants. Il le logea dans sa maison, où, après quelques jours employés à faire les préparatifs nécessaires pour l'accomplissement de ses forfaits, Oliveretto donna un magnifique festin auquel il invita et Jean Fogliani et les citoyens les plus distingués de Fermo. Après tous les services et les divertissements qui ont eu lieu dans le pareil fête, il mit adroitement la conversation sur des sujets graves, parlant de la grandeur du pape Alexandre, de César, son fils, ainsi que de leurs entreprises. Jean Fogliani et les autres ayant manifesté leurs opinions sur ce sujet, il se leva tout à coup, en disant que c'était là des objets à traiter dans un lieu plus retiré. Et il passa dans une autre chambre, où les convives le suivirent. Mais à peine furent-ils assis que des soldats, sortant de divers lieux secrets, les tuèrent tous, ainsi que Jean Fogliani. Aussitôt après ce meurtre, Oliveretto monta à cheval, parcourut le pays et alla assiéger
le magistrat suprême de son palais, en sorte que la peur contraignit tout le monde à lui obéir et à former un gouvernement dont il se fit le prince. Du reste, tous ceux qui, par mécontentement, auraient pu lui nuire, ayant été mis à mort, il consolida tellement son pouvoir par de nouvelles institutions civiles et militaires que, dans le cours de l'année durant laquelle il le conserva, non seulement il vécut en sûreté chez lui, mais encore il se rendit formidable à ses voisins, et il n'eût pas été moins difficile à vaincre qu'Agathocle, s'il ne se fût laissé tromper par César Borgia et attiré par Sinigaglia, où, un an après le parricide qu'il avait commis, il fut pris avec ses Orsini et les Vitelli, comme je l'ai dit ci-dessus, et étranglé, ainsi que Vitelloso, son maître de guerre, et de Scélératès. Et donc voilà le deuxième exemple qui vous est donné. Quelqu'un qui a été élevé et à qui tout a été fait pour qu'il soit parmi les grands. Une fois devenu grand, son envie va le guider à vouloir prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, c'est qu'il faut, un jour il invite, il va chez son père adoptif, il lui dit, bon, vous voyez, je viens pour vous rendre tous mes respects. Et comme ça, sachant que toute la haute classe, la classe distinguée sera dans les invitations, il profite pour abattre tous ceux qui pouvaient résister à lui, ou tous ceux qui étaient de forte carrure, ou tous ceux qui pouvaient le gêner. Et de cette façon, il va prendre le pouvoir. Mais malheureusement, lui-même se fera aussi piéger une année plus tard. Et là, la leçon à retenir, c'est qu'on peut aussi prendre le pouvoir de cette façon-là, mais une fois que vous prenez le pouvoir à partir des sources de la violence, vous ne serez jamais en paix. Et c'est cette même violence aussi qui va vous manger, comme ça a été le cas ici, qu'on a pu voir. Quelqu'un pourra demander pourquoi Agathocle ou quelques autres tyrans semblables pu, malgré une infinité de trahisons et de cruautés, vivre longtemps en sûreté dans sa patrie, se défendre contre ses ennemis extérieurs et n'avoir à combattre aucune conjuration formée par ses concitoyens. Tandis que plusieurs autres, pour avoir été cruels, n'ont pu se maintenir ni en temps de guerre, ni en temps de paix. Je crois que la raison de cela est dans l'emploi bon ou mauvais des cruautés. Hier, vous vous souvenez, on vous a dit ce qui peut faire désavouer ou apprécier un dirigeant. Et effectivement, un dirigeant peut être cruel, mais cela dépend du comment et du pourquoi et du justificatif qu'il pourra donner à l'ensemble du peuple pour les justifier. Et on vous a parlé de César Borgias. Je vous ai un peu expliqué dans d'autres émissions comment les choses se sont passées et comment il a pu nettoyer l'Italie pour pouvoir imposer la paix, où il a utilisé son premier ministre et ce dernier était devenu tellement cruel et efficace qu'après même, il a utilisé publiquement pour le décapiter. Et donc, nous sommes en politique, nous ne sommes pas dans la morale. Et donc, ne me prenez pas comme l'homme le plus dangereux de la Terre. Je ne fais qu'expliquer les choses. Et donc, c'est la même chose. Là où vous êtes obligé d'appliquer de la cruauté en politique, une fois que vous le faites, arrangez-vous pour que ce soit en accord avec l'avis du peuple. Et il ne faut pas être trop dans les excès, mais il ne faut pas aussi être doux. Parce que si l'exemple ne rentre pas comme il se doit, le peuple même risque de récidiver ou de se réveiller contre vous parce qu'il n'étant pas satisfait. Mais si vous allez au-delà aussi de toutes les bornes de l'acceptable, ce même peuple peut se lever contre vous. Donc tout dépend de l'emploi, bon ou mauvais, des cruautés. Les cruautés sont bien employées. Si toutefois le mot bien peut être jamais appliqué à ce qui est mal. Lorsqu'on les commet, tout à la fois par le besoin de pouvoir à sa sûreté, lorsqu'on n'y persiste pas et qu'on les fait tourner autant qu'il est possible à l'avantage des sujets. Et donc, chaque fois qu'une situation s'impose aux dirigeants et que la cruauté sera l'exemple qui va permettre de passer à une autre évolution de notre société, il faut donc appliquer cette cruauté sans état d'âme, mais il faut savoir l'appliquer
pour convaincre le peuple que c'est pour sa protection et son avantage. Mais c'est quelque chose qui doit être limité dans le temps et il faut vite tourner la page pour ne pas que ce soit quelque chose qui puisse salir le dirigeant lui-même. Elles sont mal employées. Mais dans un deuxième temps, si le dirigeant emploie mal la cruauté, lorsque peu nombreuses dans les principes, elles se multiplient avec le temps au lieu de cesser. Si ça devient un plaisir, comme on a vu avec les escadrons de la mort, comme on a vu avec les Lima FS, comme on a vu avec le désordre des jeunes patriotes, des miliciens de tout acabit, en ce moment donc la cruauté devient quelque chose de non nécessaire, mais qui est là pour durer dans le temps et ça finit par amener le peuple à désavouer le dirigeant. Ça a été aussi une des causes qui ont été à la chute de Laurent Gbagbo. Ceux qui en usent bien peuvent, comme Agathok, avec l'aide de Dieu et des hommes, remédier aux conséquences. Mais pour ceux qui en usent mal, il leur est impossible de se maintenir. Sur cela, il est à observer que celui qui usurpe un État doit déterminer et exécuter tout d'un coup toutes les cruautés qu'il doit commettre pour qu'il n'y ait pas à revenir tous les jours et qu'il puisse, en évitant de les renouveler, rassurer les esprits et les gagner par des bienfaits. Donc, il prend ici l'exemple de quelqu'un qui a usurpé d'un poste de dirigeant ou d'État, où tu seras dans l'obligation de pratiquer la cruauté. Il dit en ce moment, il faut t'arranger à ce que ce soit une cruauté effective dans le temps, mais de façon ponctuée. Et une fois effectuée, arrange-toi à rassurer les esprits en faisant beaucoup de bonnes actions. Vous pouvez prendre l'exemple, par exemple, de Blaise Compaoré, qui après avoir liquidé Thomas Sankara, si vous prenez cette période noire, vous verrez que Blaise est l'homme le plus horrible. Mais avec le temps, il a su laver son image pour devenir celui-même qui a stabilisé le Burkina. Et au-delà même des frontières, il négociait avec d'autres personnes pour pouvoir apporter la paix dans la sous-région ou bien même être l'intermédiaire avec certains mouvements djihadistes pour apporter la paix dans la sous-région. Et donc, ça lui a donné une image qui, à un certain moment, a rassuré les esprits et faire de lui quelqu'un qui a fini par convaincre qu'il était à sa bonne place au pouvoir. Celui qui, par timidité ou par de mauvais conseils, vous vous souvenez hier, on a parlé ici des moyens qui peuvent faire perdre et on a pris ici le cas des courtisans et des conseils qu'ils peuvent vous donner. Je crois que c'était avant-hier, on a parlé de ça ici. Il dit donc celui qui par timidité ou par de mauvais conseils se conduit autrement, se trouve dans l'obligation d'avoir toujours le glaive en main. Et il ne peut jamais compter sur ces sujets, tenu sans cesse dans l'inquiétude par des injures continuelles et récentes. Les cruautés doivent être commises toutes à la fois pour que leurs amertumes se faisant moins sentir, elles irritent moins. Les bienfaits, au contraire, doivent se succéder lentement pour qu'ils soient savourés davantage. Il est donc un dirigeant qui a acquis le pouvoir par la violence ou bien de manière malicieuse, où il a été obligé de passer sur certains cadavres. Il dit ici, tu as deux choix. Soit tu continues dans le mécanisme de la violence, mais toujours il faut avoir l'épée en main. Celui qui vient vers moi avec un épée, je reçois vers lui avec la même arme, etc. Et donc, dans cette posture-là, il faut savoir que le jour que tu trouveras plus fort et plus violent que toi, ça sera la fin. Mais dans d'autres contextes, le dirigeant qui sait qu'il a mal acquis le pouvoir, on vous a dit qu'il doit faire des bienfaits pour que les uns les autres oublient ses méfaits. Mais les bienfaits qu'il doit faire, au contraire, il ne doit pas les faire en un coup. Parce qu'on oublie vite le bien, tandis qu'on n'oublie pas vite le mal. Et donc,
le mal qui a précédé, qui a été donc la source de la prise de pouvoir, il faut être capable de faire du bien. Mais comment tu fais ce bien-là? Tu fais ça lentement. Tu fais ça successivement pour que les gens se souviennent de ça le plus longtemps possible. Et petit à petit, les gens vont donc oublier cette image négative. Sur toute chose, le prince doit se conduire envers ses sujets de telle manière qu'on ne le voit point varier selon les circonstances bonnes ou mauvaises. Il dit donc ce qui est important, le dirigeant ne doit pas se laisser traîner comme un bateau sur la mer qui est dirigé par les circonstances du temps. Quand le temps est bon, le bateau va bien. Quand le temps est mauvais, le bateau... Non, il dit le dirigeant doit être un homme stoïque, un homme qui a le plein contrôle de la situation, que les circonstances soient bonnes ou mauvaises. On doit toujours sentir en lui la tempérance. Et ça, on le voit bien avec le président Alassane Ouattara. Un homme qui est tellement serein, un homme qui est tellement au contrôle de la situation, qu'on se demanderait même si quelque chose puisse entrer dans ses affects. Si quelque chose puisse, ne serait-ce que chambouler, bouleverser sa manière de percevoir les choses. S'il attend d'être contraint par la nécessité à faire le mal ou le bien, il arrivera ou qu'il ne sera plus à temps de faire le mal ou que le bien qu'il fera ne lui profitera point. Car on le croira fait par force et on ne lui en saura aucun gré. Il dit donc, quand un dirigeant se laisse conduire par les circonstances, les actes qu'il pose n'ont plus d'effet. Ça devient l'improvisation. Et donc, quelqu'un qui improvise n'aspire pas confiance à ceux qui le voient. Si tu fais du bien, on dira, mais c'est parce qu'il était obligé, hein, sinon... Et quand tu fais aussi un acte mal, mais qui est nécessaire, on dira, mais de toute façon, tu étais contraint, tu n'avais pas d'autre choix. Et donc, on voit la marque de l'improvisation. Et donc, le dirigeant qui veut se faire respecter ne doit pas être quelqu'un qui est dans l'improvisation ou qui se laisse au gré des événements.